Donc cette table ronde s'appelle « À quel prix ?» Et on va essayer de comprendre quelles sont les nouvelles conditions de la fabrique économique de la ville. Donc on va parler évidemment des appels à projets urbains innovants, on va parler des partenariats publics-privés, on va parler des partenariats en général. Et on va commencer avec une introduction de Jacques Touchefeu et Alain Bertrand qui font partie donc du club Ville et Aménagement et qui ont travaillé depuis les derniers entretiens sur ce sujet de la fabrique économique de la ville. Donc Jacques Touchefeu, vous avez d'abord travaillé sur le bouleversement que ça produit, enfin que les nouveaux partenariats ou les nouveaux montages produisent parmi les acteurs. Parmi les acteurs et effectivement la conséquence que ça a sur les métiers de l'aménageur, le métier de l'aménagement. Bon, tout d'abord, pour illustrer ça, deux sujets qui effectivement sont au cœur du métier de l'aménagement, c'est d'une part la péréquation, qui est effectivement aussi ancienne que l'aménagement. Tout d'abord pour rappeler qu'en soi, elle ne crée pas d'argent, elle le distribue en fait, et qu'au fond, peu importe l'endroit où elle se joue, dans la chaîne des opérateurs, de la maîtrise d'ouvrage public jusqu'aux opérateurs privés. Mais en même temps, cette péréquation, elle ne va pas de soi et elle peut se perdre dans finalement l'emboîtement des modèles économiques qui se succèdent quand on fait une opération d'aménagement, le modèle économique de l'aménagement, le modèle économique du promoteur, etc., etc. Et que donc tout ça peut créer effectivement toute une série de boîtes noires dans lesquelles chacun prend ses marges et on peut comprendre puisque chacun se protège aussi de certains niveaux d'incertitude. En même temps, ça peut créer effectivement une perte de moyens, puis chacun a ses logiques financières. Donc l'enjeu de cette péréquation, c'est véritablement de la penser. Deuxième aspect, c'est effectivement les partenariats qui sont de plus en plus croisés depuis un certain temps entre la maîtrise d'ouvrage public et puis les opérateurs privés. Et puis on a eu plus récemment la mode entre guillemets des AMI, des inventés, des réinventés. Mais un élément que nous avons constaté en préparant ces entretiens, c'est que finalement qu'on passe par des macrolots, qu'on passe par des AMI, en fait on constate que les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs du côté de la maîtrise d'ouvrage public ou qu'ils soient du côté des opérateurs privés, dépensent beaucoup de temps et d'énergie à des études et des temps d'études et à donc de l'ingénierie. Et ces temps-là sont nécessaires dans une logique un peu d'apprivoisement et d'apprivoisement des logiques des uns et des autres, parce qu'au bout du bout, la question première, qui ne doit pas être la question dernière, c'est comment on crée de la confiance, mais sur une vision partagée de ce qu'on veut faire. Parce que finalement, c'est là le point nodal, nous semble-t-il, finalement, de la question de métier des aménageurs. C'est que fondamentalement, on a besoin les uns des autres, entre la commande publique et les opérateurs privés. C'est complètement certain, et on est plus intelligent à plusieurs à inventer la ville. On est bien d'accord. Sauf que, ou néanmoins, chacun a quand même sa logique. Et donc la question, c'est effectivement comment on s'organise de façon à faire converger ces logiques des uns et des autres, et qui ne sont pas forcément finalisées de la même manière, ou ont la même finalité, de façon à se mettre d'accord sur quelle ville on veut faire, et quelle ville à vivre on veut faire. Et que l'enjeu, en fait, du métier de l'aménageur, c'est bien d'organiser un système qui permette de raisonner cette question des logiques qu'on met en œuvre pour bâtir des projets de développement et des projets d'aménagement. Ces logiques-là, elles fabriquent quoi au bout, hein? Et on sait que les logiques financières sont importantes. Elles sont de plus en plus importantes d'ailleurs, aujourd'hui prégnantes, en tout cas prégnantes. Et donc la question, c'est que fondamentalement, c'est pas des fins en soi, ces logiques-là. Hein. Le dernier constat qu'on peut faire, c'est que un dispositif, que ce soit des AMI réinventés, que ce soit des macrolots, que ce soit des OFS d'ailleurs aussi, il y a un atelier là-dessus cet après-midi qui sera intéressant à cet égard. Finalement, chaque dispositif n'est pas bien ou mal en soi. Je dirais même qu'à partir du moment où c'est pensé comme une solution toute faite et qui conduit à un non réfléchi, c'est une mauvaise solution. Par contre, si effectivement on dépense de l'ingénierie croisée, pour de l'intelligence, pour donner du sens
à ces outils, eh bien, ils peuvent effectivement être bien. Et la question, d'ailleurs, c'est d'abord le projet et effectivement l'outil qu'on utilise derrière. Voilà. Et c'est ça le métier de l'aménageur, qui effectivement est une ingénierie d'assemblage et de plus en plus une ingénierie d'assemblage. Merci. Et Alain Bertrand, vous, ces réflexions pendant 2 ans vous ont donné envie de parler de ce que ça produisait comme ville en termes de forme urbaine. Oui, voilà, exactement. Moi, dans le groupe de travail sur l'économie, j'étais un peu l'agent de liaison avec l'autre groupe qui est sur la ville chiante, comme elle a été indiquée, mais plutôt la ville... Pas chiante. Pas chiante, pardon, mais qui est d'ailleurs le lapsus en dit long sur ce qu'on produit collectivement. Plutôt sur le lien donc avec ce que ça produit. Alors en fait, on est parti nous d'un postulat qui était peut-être un peu différent de l'autre groupe justement, qui était de dire que cette ville générique, elle est finalement pas liée à la forme urbaine, mais elle est liée essentiellement justement au mode de production, aux mécanismes qui la produisent en réalité. Et alors là-dessus, on a noté au cours de des cas de figure qu'on a pu regarder, en fait un énorme paradoxe. Et c'est un paradoxe qui va faire débat avec mes collègues ici. C'est que finalement, au moment où la ville doit être de plus en plus mutable, de plus en plus agile dans les projets, au moment où les élus et le maire l'avaient rappelé, où sont de plus en plus préoccupés de la vie des citoyens qui vont habiter ces quartiers. Au moment où le terme d'agilité est extrêmement important, on parle dans nos métiers de projet-processus plus que de projet. On voit un certain nombre d'éléments sur ces nouveaux dispositifs qu'on nous présente toujours comme très innovants. On a l'impression que quelquefois ça rame dans l'autre sens. C'est un peu ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des éléments qui nous ont amenés à ça, mais on prend trois exemples parmi d'autres. Le premier, et il y aura un atelier là-dessus, c'est sur la question de la contractualisation, c'est-à-dire que quand on passe un contrat avec le privé sur des très grands territoires, je crois que tu vas en parler, sur des très grands morceaux de ville, on a pu voir dans certains cas qu'on revenait par le biais de la contractualisation, parce qu'il faut que la partie privée ait des engagements, au retour d'un certain urbanisme de plan masse, qui de ce point de vue-là déjà nous paraît tout à fait contradictoire avec l'idée de l'agilité. Et c'est toute une mécanique juridique qui se met en place pour essayer de trouver justement comment retrouver de l'agilité dans cette contractualisation. Là encore, sur des espaces très grands. On ne parle pas des projets immobiliers, on parle des morceaux de quartier. Le deuxième, c'est lié aussi à une mécanique de concentration. Alors, on a parlé de contractualisation, de concentration. C'est-à-dire que si on est sur des très très grandes échelles, on constate que ça réduit très considérablement le nombre de groupes en capacité de répondre à la fois pour constituer l'offre et ensuite évidemment pour le réaliser. Et on se doute, c'est une interrogation, c'est pas une affirmation, que dans ce cas, il y a des équipes dans ces grands groupes très professionnels qui sont constituées pour répondre et qui aura certainement dans ces groupes un désir un peu d'industrialisation et qui peut, c'est un risque, on le souligne comme un risque, générer une certaine standardisation des réponses. Les aménageurs s'engossent souvent, c'est le syndrome de la ferme urbaine, par exemple, ou de réponses qui sont plutôt des gimmicks ou des panoplies et qui posent question sur cette recherche d'identité. Parce que finalement, ce que nous demandent souvent les élus, en tout cas à Nantes, c'est un peu le contre-pied de ce qu'ils demandaient il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire au contraire de faire une ville sur mesure et une ville qui est différenciante. Et puis le troisième point qui touche comme exemple plus à la question du macrolot, on sait que le macrolot a plein de vertus et pour en avoir fait, je ne le renie pas, notamment le macrolot est une formidable machine à péréquer, c'est une formidable machine à mutualiser sur les aspects environnementaux, mais elle porte en elle aussi beaucoup de risques. J'en cite un parmi d'autres, c'est effectivement quand on fait des morceaux alors là je parle pour les bâtiments, de 30, 40, 5000 mètres carrés, forcément la taille des agences en capacité de répondre se réduit là aussi très, très considérablement et c'est assez mécanique, on en revient au fait que quand on se promène dans nos propres opérations, celles des autres, on retrouve les mêmes formes, on retrouve les mêmes architectes et on retrouve finalement une ville qui est générique. Alors, je termine juste, à partir de ça, on en a déduit deux choses. Il y a une responsabilité qui relève de la gouvernance, ça je m'étends pas parce que c'est la question de la commande
commande politique dans ces AMI qui me paraît extrêmement importante. On revient là à de vieilles anciennes qu'on a connues aussi à l'époque des marchés de définition. Je passe rapidement là-dessus, c'est-à-dire grosso modo quand on délègue, quand le politique délègue le cap qu'il doit fixer lui-même, c'est un autre sujet. Et effectivement, la question de l'échelle. Alors je conclus là-dessus. Cette question de l'échelle, elle a traversé tous nos débats. C'est-à-dire que ce qui fonctionne quand on parle de réinventer Paris, où on est sur des échelles qui restent immobilières, on va dire, et puis en plus on est à Paris, donc on n'y a pas grand risque ni sujet de valorisation, eh bien quand on voit que ces mécanismes macro-lots ou AMI grossissent considérablement en termes d'échelle, ça grossit tous les risques que j'ai indiqués. Et la conviction et ça sera ma conclusion, la conviction qu'on a nous sur nos territoires, c'est que finalement de revenir à des tailles plus modestes d'opérations, et ça nous paraît extrêmement important. Et c'est Laurent Théry, alors qui a dû aller dans l'autre atelier, qui disait sur le projet Île de Nantes qu'on a repris, que le projet est un territoire des initiatives, et nous on a envie de compléter en disant toutes les initiatives, c'est-à-dire de ne pas se priver de la richesse des petits, des moyens et des gros. Merci pour cette introduction. Alors, j'espère que nos invités vont débattre là-dessus. Il y avait quand même beaucoup de choses, hein. C'était un peu dense, mais on ne va pas reprendre tous les sujets. Et donc, pour en parler, donc, Annette Legnaud, vous êtes adjointe déléguée à l'urbanisme à Toulouse. Paul Colombani, directeur général d'Euromed. Et Johan Joubert, président fondateur de Réalité, et heureux lauréat depuis hier d'un IMGP2 sur le stade de Saint-Ouen. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc je ne vais pas faire d'introduction parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais je voudrais commencer par parler de la coopération sous contrôle. Et Monsieur Colombani, par vous, je commence. Finalement, dans ce montage marseillais qu'on a appelé longtemps XXL, et en tout cas du côté de Bouygues, maintenant ils appellent ça les fabriques, donc je ne sais pas si c'est le nom marseillais aussi. Pourquoi est-ce que sur ce terrain-là, vous avez choisi d'avoir une coopération avec un groupe privé et un seul? Et qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce que le montage, qu'est-ce qu'il fallait comme montage, sachant qu'aujourd'hui, Bouygues dit le montage, c'est assez classique. Alors, tout d'abord, j'avais porté un petit slideshow qui, s'il pouvait être présenté, ce serait bien parce que ça me permettrait de mieux présenter effectivement le site de l'opération. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement. Mais si vous voulez, je me retrouve de manière relativement confortable dans ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, quand on a conçu l'appel d'offres XXL, qui est effectivement devenu aussi les fabriques, on l'a conçu comme un outil. C'est-à-dire que ça a pu être présenté au début comme une forme d'aménagement nouvelle, voire une panacée. On n'a jamais conçu cette AMI comme autre chose que la réponse à une situation particulière. Ce que vous voyez, c'est le périmètre d'Euromed 2, qui est un périmètre de 170 hectares, qui a comme particularité d'être situé au centre-ville. Et en faisant référence à la table ronde précédente, je signale que Marseille est une ville un peu particulière là aussi, puisque son centre-ville crée autant d'exclusion, de pauvreté, de difficultés que le périurbain, qui globalement est d'ailleurs un petit peu plus riche. Donc c'est un espace qui est excessivement marqué par les infrastructures, comme on peut le voir sur cette photo, et en dépit du fait qu'il est à proximité immédiate de l'hypercentre, c'est-à-dire du Vieux-Port, et qu'il est fort bien desservi par les transports en commun. Le marché, et vous l'avez signalé également tout à l'heure, le marché n'existait pas dans ce secteur. C'est-à-dire c'était un secteur qui était considéré comme une zone industrielle, et il n'y avait aucun espoir de réaliser des opérations résidentielles si on n'avait pas un aménagement d'ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette AMI. En outre, au moment où nous l'avons lancé, nous n'avions pas toutes les données d'entrée urbaine. Nous ne savions pas
quand le tramway allait passer, quel allait être son tracé précis, où allaient se situer les différentes stations. Nous ne savions pas comment nous allions pouvoir requalifier le boulevard qui est situé à droite de la photo et qui est un boulevard absolument essentiel pour la mobilité de toute la métropole. La forme que ça allait donner et les incidences que ça pouvait avoir sur l'ensemble des projets. Mais si vous ne le saviez pas, l'opérateur privé ne le savait pas non plus. C'était la capacité justement à avoir un système de co-construction, à faire des tests, à conduire l'ingénierie dont Jacques a parlé tout à l'heure, en parallèle justement de la mise au point de ces projets, et sans attendre que l'ensemble de ces projets soit fixe et déterminé. Du coup, il nous semble qu'on a gagné beaucoup de temps. D'autre part, la question du marché suppose également la mise en œuvre d'une masse critique rapide qui puisse donner à la fois un effet de changement d'image et une sécurisation pour ceux qui vont venir vivre ici, acheter à l'intérieur des fabriques. Et la mécanique, si vous voulez, qui consistait à travailler avec un seul opérateur était de ce point de vue-là extrêmement importante. Enfin, et dernier point, ben justement, enfin et dernier point, je vais terminer là-dessus, tout ce qui concerne la modification de ce territoire, les aménagements que l'on va faire, la question du développement durable. Et ce territoire est très marqué, par exemple, par des épisodes Sevenol, dont j'ai moi-même été victime d'ailleurs hier soir, donc chacun peut savoir exactement de quoi on parle. C'est un territoire qui est extrêmement pollué, la gestion des sols pollués doit se voir à une échelle suffisamment importante. La question du retour de la biodiversité doit se voir aussi dans une échelle relativement importante, et tout ça conditionne l'équilibre économique de l'opération, et ces équilibres économiques sont excessivement tendus. C'est la raison pour laquelle, en ayant une co-conception, on a pu gérer l'ensemble de ces éléments. Mais ça veut dire que l'opérateur privé, en l'occurrence Urbanera, prend un fort risque? Alors, c'est Urbanera, mais c'est en fait une joint venture entre Urbanera et Link City. Donc, on voit bien que, y compris chez Bouygues, ils ont compris que effectivement le risque était très, très important. Du reste, la société de projet a conduit une année d'études à risque complet, puisque ensuite ça a été encadré par ce qu'on a appelé une convention cadre, et qui a permis effectivement de définir un certain nombre de points. Si je puis me permettre de rentrer dans une logique un peu plus contractuelle, puisque tu en as parlé, Alain, les premières études ont été faites totalement à risque et en fonction, si vous voulez, d'input qui était itératif entre l'aménageur et la société de projet. À l'issue de la première année, on a fixé une convention cadre. Et dans cette convention cadre, on avait effectivement figé une forme de projet. Ça a pu être compris comme un retour à une forme de zonage. En aucun cas, ce programme urbain de référence, tel que nous l'avons appelé, est un programme excessivement mobile. Effectivement, il fixe les grandes enveloppes de chacun des programmes. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, nous avons d'autres dimensions contractuelles qui sont itératives et qui nous arrivent et qui nous amènent à signer au bout des promesses de vente avec des fiches de lot qui encadrent tant le programme que toute la partie exigence en matière de développement durable, d'innovation, etc. Et ça permet d'intégrer à tout moment les événements nouveaux qui interviennent, et notamment les utilisateurs qui souhaitent s'installer sur tel ou tel lot. Alors, il y a une flexibilité du programme et donc du projet. En revanche, la coopération publique-privée, elle pourrait aussi se traduire par le fait que l'opérateur privé achète le terrain en risque et le porte, or que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la solution que nous avons retenue, mais c'est vrai que le fait d'avoir un protocole sur l'ensemble, si vous voulez, de l'opération permet également de sécuriser l'opération. Alors effectivement, si cette opération réussit très bien, il est possible que des plus-values auraient pu être engrangées à terme et qu'elles seront effectivement contenues dans un premier temps. En revanche, ça nous sécurise énormément sur le début de l'opération, et dans la mesure où on avait absolument besoin d'une masse critique, ça nous a semblé être un élément important. D'autre part, je signale qu'il ne s'agit pas de remettre les clés à un groupement privé.
Euroméditerranée reste aménageur de la zone. Et notamment, tous les espaces publics sont conçus et réalisés par Euroméditerranée. Ce qui suppose d'ailleurs des interfaces extrêmement complexes. Et du coup, d'avoir un seul interlocuteur, ça nous permet d'avoir un suivi. Merci beaucoup. Madame Legnaud, le plan guide de Toulouse a été élaboré en collaboration, mais aussi un peu en encadrant les professionnels, un peu en s'en méfiant, si j'ai bien compris. En fait, ce que vous allez faire, c'est réserver des territoires, réserver des parties de la ville où il ne sera plus possible pour les promoteurs privés de faire ce qu'ils faisaient avant. Donc, est-ce que c'est de la coopération ou est-ce que c'est du containment? C'est des relations de confiance, hein, avant tout, mais justement, il fallait partager un projet. Alors, je voudrais resituer, mais très très rapidement, je dirais juste ce qu'a dit le maire précédemment, resituer un petit peu Toulouse. Toulouse, le maire l'a exprimé, c'est entre 6 à 8 000 habitants nouveaux tous les ans sur le territoire. Ça dure depuis, peut-être pas avec ce chiffre-là, mais ça dure depuis 20 ans. Donc, un apport de population extérieure, mais aussi une croissance démographique locale importante. Donc, la nécessité de beaucoup construire. Donc, les promoteurs l'ont bien compris. Un autre chiffre qui est important sur Toulouse et qui n'est peut-être pas comparable dans d'autres villes ou métropoles françaises, mais je parle de Toulouse essentiellement, c'est que 25% de la production de logements se fait dans les opérations d'aménagement, 75% se font sur le reste du territoire. Et un troisième élément, qui est un élément excessivement important, c'est que Toulouse, avec tout ce que ça implique de qualité de vie, doit son bien-être et sa qualité de vie. Pourquoi? Parce que Toulouse n'a jamais été une ville industrielle. C'était une ville au cœur d'un milieu agricole important. Donc, c'était une ville provinciale qui s'est développée parce qu'il faisait bon vivre, parce qu'elle a un grand territoire de façon horizontale. Donc, nous n'avons quasiment plus nous n'avons pas de friches industrielles, si ce n'est qu'il y en avait quelques-unes, mais qui sont en train de disparaître. Il y a une opération d'aménagement excessivement importante au niveau de la gare, sur les territoires, sur les fonciers SNCF et métropolitains. Et puis le reste, nous sommes tenus pour construire ces nouveaux logements. Et tous les ans, nous sommes tenus de faire de la recomposition, de la reconstruction de la ville sur elle-même. Mais vous me disiez qu'il y a quelques années, il y avait plus d'offres que de besoins. Il y avait plus de construction que de ce qui pouvait être consommé. Donc ça veut dire qu'il y a de la place et il y a de quoi faire quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que le territoire est illimité. Parce que les promoteurs l'ont bien compris, ils vont dénicher toutes les maisons qui veulent, tous les propriétaires qui veulent bien vendre et au prix on leur offre le foncier, ils acceptent tous de vendre et ça se répand comme une traînée de poudre, si bien que tout le territoire de la ville, 75% du territoire de la ville, enfin de la production de logements se fait sur ce diffus. Et lorsque je suis arrivée, la première des choses que j'ai subi les projets des opérateurs. Alors des petites opérations, des grosses. Et au moment où nous sommes arrivés, c'était des grosses opérations qui se faisaient de façon dans le diffus, de façon incohérente ou même anarchique. Et donc, face à cela, j'ai posé la question naïvement, quel était le projet urbain précédent pour que je comprenne que signifie ce document d'urbanisme que je suis tenu d'appliquer pour gérer toutes ces opérations. Donc on m'a répondu, il n'y en a pas. Donc il n'y avait pas de projet. Moi, ça m'a choqué. Donc la première action que nous avons faite dès 2014 et 2015, c'est de lancer, de construire un projet de territoire, d'avoir une vision stratégique sur le territoire toulousain. Et ça m'est apparu tellement évident, ça me paraît toujours aussi évident d'avoir eu à le faire, sauf que ça n'avait jamais été fait sur Toulouse. Et dans les conditions dans lesquelles nous étions, il m'est apparu que c'était indispensable pour partager au moins un projet et pouvoir expliquer ce que nous souhaitions faire de Toulouse. Donc c'est ce que nous avons fait avec quelque chose d'assez original, puisque 6 équipes d'urbanistes, alors des équipes complètes, des urbanistes, sociologues, paysagistes, en fait des équipes assez complexes, des équipes parisiennes, mais des équipes locales également, sont venues, et nous souhaitions avoir un regard extérieur. Ce sont 5 équipes sur 5 secteurs de la ville de Toulouse. La ville de Toulouse est un grand territoire. Ces équipes ont analysé
analysé le territoire, ont identifié les enjeux de ces territoires. Nous les avons partagés avec la population parce que j'ai oublié un élément très très important, c'est certes nous construisons la ville avec les promoteurs ou les opérateurs privés, mais les habitants sont là et ce sont des gens qui vont venir habiter, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc, et la population actuelle de Toulouse, qui est jalouse de son Toulouse horizontale, freine des cas de fer cette transformation de la ville et qui est en train d'évoluer, de changer, avec cette attractivité que j'évoquais. Donc une population qui ne veut pas que ça bouge. Le maire l'a évoqué tout à l'heure. Donc, nous avons partagé ce diagnostic de territoire avec dans les différents secteurs, avec des réunions avec les associations de quartier, les comités de quartier. Nous en avons partagé les enjeux et nous avons construit un projet qui était calé sur le territoire avec tout ce qui peut comporter d'analyse morphologique du territoire. C'est un projet paysager. Restrictif. C'est un projet global. Et l'originalité, ce que nous avons souhaité avec les urbanistes qui ont travaillé aussi ensemble, parce qu'à un moment donné, on met de la cohérence dans tout ça. Donc on a travaillé avec eux, on a associé à notre plan guide d'autres experts, mais ces équipes d'urbanistes ont identifié des types de territoires. Et c'est ce que vous évoquez. Donc, nous avons identifié sur le terrain des territoires dans lesquels, alors ça revient, c'est un raccourci de dire là où on ne veut pas que les promoteurs aillent, c'est un petit raccourci, mais pas tout à fait quand même. Il y a des secteurs qui sont des secteurs à préserver parce qu'ils sont patrimoniaux, parce que ce sont des cœurs de quartier qui ont un intérêt particulier, parce qu'il y a une histoire, il y a une vie, il y a une âme, tout ce que l'on peut imaginer. On n'interdit pas de construction dans ces territoires-là, mais d'une façon on comble les vides, si je peux dire. Il y a des territoires à accompagner qui représentent la grande majorité du territoire de la ville de Toulouse. Ces territoires à accompagner, on accepte qu'il y ait du développement urbain, mais en respectant la forme urbaine. Donc il y a des quartiers pavillonnaires qui vivent bien parce que ça fait 50 ans qu'ils sont ainsi, qu'on y vit bien, qu'ils ont été récupérés, rachetés par des Toulousains ou des néo-Toulousains. Donc on souhaite que ça reste ainsi. On autorise malgré tout des constructions, mais qui respectent cette forme urbaine. Et puis il y a les territoires à renouveler. C'est ce territoire-là qui est important parce que c'est le territoire de la reconstruction de la ville sur elle-même et in fine les territoires à restructurer qui ne sont pas très très importants et qui sont ce que seront les futurs actes. Et nous avons émis un postulat dans ce document, c'est que 60% de la production de logements devra, mais c'est un pari ambitieux là, 60% de la production de logements devra se faire dans ces territoires à urbanisme plus maîtrisé ou encadré, et qu'ils seront dans les secteurs de renouvellement urbain et dans les secteurs de restructuration. Donc on voit bien que si on partage... Si ce document, mais ce document est très complet, hein, c'est un plan guide qui est assez complet, mais si on le partage avec le promoteur, on voit bien que là, c'est la vision du territoire, et moi je me prends à rêver, alors donc certains sont ici, donc je le dis haut et fort, que les promoteurs s'imprégneront de ce document, on va leur le partager. Alors, pardon. Donc, Johan Joubert... vous êtes de l'autre côté, si je puis dire, puisqu'on a entendu deux opérateurs publics. Et vous défendez le droit quand même des groupes privés à se soucier de l'intérêt général autant que les partenaires publics. Et vos projets sont souvent à votre initiative. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce fonctionnement et comment est-ce que vous arrivez à aligner l'intérêt général avec le vôtre, qui est celui d'une entreprise capitalistique dont le but est quand même de faire des bénéfices? Alors déjà, je vais être très précautionneux parce que je me sens un peu comme un petit poisson dans la pleine mer. Là. Donc effectivement, je suis minoritaire là, sur l'estrade et j'ai envie de défendre un peu ma profession. Même si on a tous les mêmes objets, et oui, je revendique, parce qu'on est une boîte de conviction, je revendique que l'intérêt général appartienne à tout le monde. Et j'ai beaucoup de mal à entendre la stigmatisation permanente des maîtres d'ouvrage. J'ai entendu d'ailleurs des choses un peu qui étaient tout à fait directement comparées à une banque, où tout à l'heure une dame nous disait que le territoire avait même été abandonné au monde du privé, enfin limite c'est abandonné à Satan quoi.
Je crois que derrière les entreprises privées, il y a des gens responsables qui payent leurs impôts, qui votent, qui respectent la loi et qui respectent les PLU d'ailleurs, puisque je suis toujours étonné de voir à quel point on découvre tardivement, les élus trop tardivement découvrent qu'ils sont eux-mêmes responsables des difficultés qu'ils invoquent. En général, c'est pas les mêmes élus. Non, bien sûr, mais ceci dit, quand on a le pouvoir de la police urbaine entre les mains, on est responsable de ce qu'on fait. Et j'ai été juge au tribunal de commerce il y a quelques années, et on n'indemnise jamais quelqu'un des erreurs qu'il se crée lui-même. Ça s'appelle la responsabilité. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, les querelles de catégorie, en fait, on doit résister collectivement au courant réactionnaire qui secoue le pays. Mais l'introduction parlait justement de coopération positive et qui allait dans le bon sens quand même. Ouais, ça vient, mais on sent à quel point c'est encore les frontières, les murs qui parfois sont trop érigés entre nous. Et même si évidemment on a chacun nos cœurs d'activité, le réacteur d'un promoteur, c'est pas tout à fait celui d'un aménageur, c'est pas tout à fait celui d'un élu. On a chacun notre économie, mais l'intérêt général appartient à tout le monde. Et je crois que même un aménageur est plein d'intérêts particuliers. Il est déjà plein de son intérêt de se reproduire lui-même, c'est-à-dire de préserver sa propre existence. Il est aussi plein des propres intérêts particuliers des acteurs qui le composent. Donc je crois qu'il faut éviter d'énerver le sens des mots pour toujours se réancrer dans la réalité. On a tous nos intérêts particuliers. Je crois que la réalité, c'est de savoir l'énoncer et de ne pas chercher à opposer les intérêts. Moi, j'ai un intérêt qui est propre à la réalité. Je suis chef de cette entreprise, j'ai mes responsabilités vis-à-vis de mes collaborateurs, des actionnaires, des entreprises. Mais je ne conçois pas cet intérêt comme étant contre l'intérêt général. Et il faut qu'on réussisse ensemble à sortir de ces clivages qui nous empêchent parfois d'aller plus vite. Parce que quand j'entendais aussi Monsieur le maire dire que les Toulousains ont l'impression que ça va trop vite, moi je revendique exactement l'inverse, je suis nantais, c'est que je trouve que ça ne va pas assez vite et qu'on prend un retard assez extraordinaire sur certains autres pays. Et je parlais tout à l'heure de résister au courant réactionnaire, je crois que c'est notre responsabilité aujourd'hui. La France est pleine de réactions, de droite comme de gauche. Et il ne faut pas opposer le progrès à la qualité de vie, il ne faut pas opposer le projet, l'urbanisation à la qualité de vie non plus. Et moi, j'ai été à Nantes porteur d'un projet que vous connaissez, puisqu'on s'est rencontrés pour en parler, qui s'appelait Yellow Park. C'était un projet d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros d'initiative privée, puisque c'était une idée de réalité proposée au Football Club de Nantes et ensuite proposée à Johanna Roland, présidente de la métropole et maire de Nantes. Et une des principales difficultés, c'est pas du tout sur celle-ci qu'on a trébuché à la fin et qui explique l'abandon de ce projet, mais ça a été quand même un obstacle incessant. Oui, mais on ne peut pas abandonner un quartier à un privé. Il y avait quand même la question de la densification dont les gens ne voulaient pas, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, c'est toujours l'instrument. Enfin, très sincèrement, on pourrait en mais parler. On ne va pas faire de la politique ici et rentrer dans les. Non, je ne vais pas parler de politique. Je vais dire que c'est le sens même de notre table ronde. C'est qu'on disait on ne peut pas laisser un quartier de ville à un privé. Mais c'est une vision totalement fausse de la réalité de la gestion d'un macro-lot, en fait. Sauf que là, la particularité de notre initiative, c'est qu'elle était privée. Donc on était sur un macro-lot d'initiatives privées. Donc ça tend deux fois, en fait. Et un macro-lot, quand même. Il y avait 350 000 m² de surface de plancher, et puis ensuite il y a eu 250 000, puis ensuite il y a eu 150 000, puis à la fin il y a 0. Ça rapportait 60 millions d'euros à la métropole, quand même, au passage. C'est-à-dire 15% du budget de la ville. Et jamais, à aucun moment, les élus n'ont été extraits en fait, de la gouvernance de notre projet. Ça n'a jamais été une seule seconde un projet privé. C'est faux de l'imaginer, c'est faux de le dire. Et je dirais même... initiative privée dont le programme est privé, dont le financement est privé. On peut quand même dire que c'est un projet privé, sans agressivité. Hein. Oui, mais le pouvoir de décision, il reste public. Et d'ailleurs, la preuve en est, puisqu'à la fin, il a suffi d'une décision du maire pour dire « j'arrête », ça s'arrête, point. Moi, j'ai perdu 5 millions d'euros. Notre associé autant, la ville de Nantes, rien. Donc la ville, au contraire, était placée dans une position d'arbitrage complète, plutôt au-dessus de la mêlée, en disant moi je veux ça, j'entends ci, ça ne me va plus, revoyez votre programme, revoyez votre programme.
on n'aurait jamais été capable de construire ou de bâtir un projet contre la volonté des élus. Ça, c'est une vue de l'esprit. Et c'est pas parce que moi, je suis entreprise privée que j'ai un pouvoir que je n'ai pas. J'ai pas ce pouvoir d'aller contre la volonté des élus. Non, mais ça, c'est très intéressant parce que ça pose la question de la légitimité de la vision politique et les aménageurs qui sont au service de l'intérêt général sont aussi des gens qui font de la politique. Par exemple, prenons les APUI, les appels à projets urbains innovants, vous en avez lancé, vous y avez répondu. Oui. On pourrait dire que c'est l'ultime phase de la collaboration ou de la coopération, je ne sais pas comment il faut l'appeler, puisque on confond un peu des projets d'aménagement avec des ventes de foncier public à des opérateurs privés qui inventent le programme, qui inventent la commande qui est juste implicitement fléchée et qui ensuite réalisent sous contrôle, plus ou moins maîtrisé, de la collectivité. Là, est-ce que enfin la question va à tout le monde, hein, est-ce que la légitimité de l'acteur public, c'est quand même pas peut-être pas de programmer jusqu'au dernier mètre carré, mais en tout cas de donner une idée de ce qu'il faut du projet, un sens. Parce que sinon on dit le public n'a plus d'argent, mais il n'a plus non plus d'idées. Et c'est ce qu'on a dit quand même avec les APUI. Alors je ne sais pas qui veut répondre, mais... Peut-être si je puis. Dans le cadre de l'appel à projet lancé par Euroméditerranée, il ne s'agissait pas d'un appel à projet innovant en tant que tel. Mais ce que je vis, moi, depuis 2 ans, si vous voulez, c'est pas tout à fait ce que vous décrivez. Hein, c'est une collaboration, une réelle collaboration entre le public et le privé. Et c'est vrai que la question de l'innovation, parce que la question de l'innovation, la question du serviciel, etc., doit se voir à une échelle qui est relativement importante. Dans le cas particulier de Marseille, on a en plus une métropole qui est une métropole naissante, qui a beaucoup de priorités, et pas celle de créer des services à la ville nouveaux, dont elle ne sait pas souvent très bien comment elle va pouvoir les gérer dans le cadre de l'ensemble de ses contrats habituels. Dès lors, lorsqu'on a la possibilité d'avoir ce partage public-privé, eh bien, on fait des propositions. Ces propositions, on est capable de les porter ensemble, d'avoir un calendrier qui soit un calendrier précis, de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont très pragmatiques. Hein. Lorsque vous changez le mode de gestion des déchets, ça pose un problème à la métropole dans l'ensemble des contrats qui sont en cours. Et ça a l'air de rien, mais ce sont des blocages qui permettent effectivement soit de geler une zone, soit au contraire de la débloquer complètement. Et ça, c'est porté, en tout cas depuis 2 ans, entre Euroméditerranée et le groupement Bouygues, de manière assez consensuelle. Je pense justement que vous allez dans mon sens, parce qu'on parle d'un macrolot. Et je ne pense pas que Bouygues puisse justement... non, enfin oui, c'est un quartier de ville, un nouveau quartier, un arrondissement même à cette taille-là. Mais justement, je pense qu'au contraire, ça va dans le sens de ce que je dis. Moi, quand on a travaillé sur Yellow Park, on avait une qualité de collaboration et une fluidité de collaboration inédite. Mais en fait, voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce que vous avez l'air de présenter les choses comme un affrontement difficile. Mais il y a bien des endroits où vous arrivez à bien sûr, on gagne des... Mais moi, j'écoute ce qu'on me dit, en fait. Hein, j'écoute ce qu'on dit. Et aussi, je peux vous parler de l'autre côté, du miroir. Comment sont vécus les appels d'offres par les promoteurs privés. On parle toujours des gagnants, on ne parle jamais des perdants. Mais nous, on en perd beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup de souffrance. Non, faut aller au bout des choses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui dépriment, qui changent de métier à cause de ça. Vous avez des gens qui n'en peuvent plus. Oui, je ne crois pas qu'on puisse quand même qualifier de maladie professionnelle la réponse aux appels à projets innovants. Justement, parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'engagement d'une équipe qui répond à un appel d'offres qui est énorme. Non, je veux dire, de toute façon, c'est le métier qui fait ça. Il évolue, mais enfin, c'est... quand on a 40 compétiteurs pour des petits objets et qu'on se déploie comme si on devait gagner la Deuxième Guerre mondiale, je suis désolé, il y a un moment, forcément, il y a un effet d'épuisement. Et moi, le message que je voulais faire passer ce soir, c'est que les appels d'offres, c'est très bien, la compétition, c'est très bien. Moi, en général, sur mes appels d'offres de marché de travaux, j'ai 3 candidats. Et j'ai des vrais partenariats. J'ai pas 40 candidats. On n'emmène pas des gens à 5 en phase finale. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas bosser 1 an les gens, ça dure 3 mois. Donc, c'est bien tout ce qu'on fait. Je critique pas, je cherche pas au contraire à lever des murs. Moi, je souhaite plutôt contribuer à les descendre, les murs. Mais il faut être conscient des réalités.
Et il y a un certain nombre de réalités qui sont difficiles à vivre aujourd'hui pour les maîtres d'ouvrage. Donc, est-ce que les grandes coopérations sont une solution? Ben, tu as raison, forcément, ça concernera moins d'acteurs. Parce que c'est trop lourd, c'est trop gros, il faut trop de savoir-faire, il faut trop de ressources, il faut trop de réseaux. Il faut une vision, mais vraiment à 360 degrés de la fabrique urbaine, voilà, et tous les acteurs ne l'ont pas. Donc c'est quand même un point de vigilance, et ça j'en suis tout à fait d'accord, et on ne pourra pas faire toute la ville comme ça c'est une certitude aussi. Mais je crois que c'est des dispositifs qui sont complémentaires de dispositifs habituels. Et sur les dispositifs habituels, moi je pense qu'il y a une vraie question qui doit être saisie par les aménageurs sur comment on peut permettre aux acteurs maîtres d'ouvrage d'être dans la compétition sans être dans la souffrance. Or, aujourd'hui, je pèse mes mots, il y a de la souffrance chez les maîtres d'ouvrage. Madame Legnaud, vous avez, non, sans ironie, vous avez l'impression d'avoir fait souffrir les groupes en organisant des Cinémois Toulouse et en jugeant ce concours? Alors, effectivement, il parle en connaissance de cause, puisque malheureusement, il n'a pas gagné des sites de Dessinois Toulouse. Mais nous avons rencontré tous les lauréats, bien sûr, au cours du MIPIM, puisque c'est à cette occasion que nous avons révélé les lauréats des 15 sites que nous avions. Nous avons rencontré aussi tous les perdants. Donc, pendant 2 jours au MIPIM, nous avons, avec le maire, reçu les doléances de tous les perdants. Et ce que j'ai noté, il y en a beaucoup qui l'ont mal pris. Peu me disent qu'ils ont déprimé, qu'ils ont été à ce point... Bon, ils étaient furieux, certes, certains. Mais il y en a certains qui ont dit que ça les avait enrichis. Alors, c'est vrai aussi. Ah, ben voilà, merci. Non, c'est vrai. Merci de le dire. Parce que non seulement il y avait des gros opérateurs qui ont répondu à cet appel à projet, mais il y avait des promoteurs locaux qui ont répondu. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. Et il y a eu des associations de promoteurs. Certains nous ont dit on a fait de belles rencontres. Parce qu'on leur a demandé de se challenger un petit peu, de faire un peu différemment de ce qu'ils font habituellement, même beaucoup. Donc ils sont allés chercher des partenaires, ils sont allés chercher... Ils ont réfléchi, ils ont été chercher des partenaires locaux, des quartiers. Donc ils ont fait de belles rencontres et c'est ce qu'ils ont retenu. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans les projets qu'ils présenteront, qui n'auront pas peut-être cette notoriété, cette aura ou cette publicité, eh ben, ils répondront un peu plus près du terrain, de ce qu'ils font, en cohérence avec le terrain, avec de nouveaux partenaires. Donc, c'est ce que nous espérons. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette consultation, pour un petit peu mettre les promoteurs en dehors de leur territoire de confort. Mais c'est un partenariat. Moi, j'insiste bien là-dessus. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure très, très rapidement et beaucoup trop succinctement sur notre projet toulousain, l'objectif de ce projet, c'est pas de contraindre les professionnels. C'est un outil de pilotage pour les professionnels de l'immobilier, mais c'est surtout un outil à partager avec eux. Parce que nous avions une vision du développement de cette ville qui se développe très vite, vous l'avez bien compris, et cette vision du territoire que nous voulons créer, elle doit impérativement être partagée avec les opérateurs. Donc nous ne travaillons qu'avec les opérateurs privés, et c'est pas un gros mot. Et dans notre esprit, et le maire l'exprimerait encore mieux que moi, c'est vraiment un partenariat que nous voulons construire, mais à condition que les promoteurs y rentrent dans ce jeu-là, parce que on a fait tous les efforts nécessaires pour construire cette vision stratégique qui doit être partagée. Merci. Et qui s'est traduit dans le document d'urbanisme, j'ai oublié de le dire, c'est ce document, c'est ce plan guide qui nous a, et toutes ces études qui nous ont aidés à construire ce document d'urbanisme qui sera un document qui va nous accompagner et permettre d'appliquer notre projet qui, j'espère, sera un projet commun. Alain Bertrand voulait ajouter un mot. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en préparant cet atelier, l'idée, c'est loin de là de faire une battle entre aménageurs et opérateurs privés. Je pense qu'il faut être très à l'aise là-dessus, parce que de toute façon, c'est un truisme de le dire, la ville, elle s'est faite toujours avec le privé. On remonte à Haussmann, il a fait 60% de Paris avec le privé. Donc la question elle est
pour nous pas vraiment là. Dans les travaux qu'on a fait, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a des nouveaux modes de partenariat avec le privé, et on a regardé ces mécanismes et qu'est-ce que ça produit. Et c'est pour ça que sur cette question de qu'est-ce que ça produit comme ville pour les habitants, c'est ça qui nous a intéressé. Et là, moi, je reviens à ce que tu disais sur la question de la souffrance. Moi, je crois que quand on réussit un projet urbain ou un projet immobilier, c'est une bataille. Donc, forcément, au moment où on livre, moi, j'ai toujours ce sentiment, c'est qu'on oublie quand on a eu, pour livrer un bâtiment ou pour livrer un morceau de ville, on a livré des batailles, on s'est chamaillé entre les différents partenaires, et puis finalement, si c'est réussi, on les oublie à l'instant même où c'est livré. Donc ça, c'était pour le côté... mais voilà, je crois que la question qui se pose à nous, et on est au Club Ville Aménagement, donc c'était assez légitime qu'on se pose la question du point de vue de l'aménageur, c'est le réglage, en fait. Oui, et j'ai pas du tout critiqué la question du rapport, et c'est vrai que quand je disais que il y avait un problème d'échelle, quand on est allé te voir, on s'est posé cette question-là. Et d'ailleurs, le changement sémantique est pas complètement étranger à ça. C'est-à-dire que c'était présenté comme un lot XXL. On est arrivé en se disant, mais c'est quoi ce truc qui refile les clés du camion au privé? Et en fait, en décortiquant, c'est bien pour ça que Paul l'a expliqué, on voit le contexte particulier qui fait que l'aménageur garde la main sur et la contractualisation. On a vu d'autres exemples où c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que ce que j'ai dit, forcément de manière un peu à grands traits, c'était aussi pour signaler ces risques qu'on a identifiés en réalité. Alors justement, les procédures innovantes, mais on va venir... Je voudrais vous poser, parce que le temps presse et je voudrais qu'on aborde ces questions-là, il y a des questions qui se posent dès qu'on parle de coopération publique-privée et qui se posent partout. C'est qui finance les espaces qui ne sont pas rentables et comment ça marche? C'est est-ce que les aménageurs et peut-être les promoteurs qui se définissent aujourd'hui souvent comme des opérateurs urbains doivent devenir des investisseurs à un bout de la chaîne, des exploitants à l'autre bout? C'est-à-dire que est-ce que les développeurs à l'anglo-saxonne, c'est le modèle qui arrive en France et que vous allez tous devenir? Et voilà, donc ces questions-là, je pense qu'elles sont vraiment au cœur de la machine et je pense que vous avez tous des réponses différentes à apporter. Mais par exemple, sur les espaces rentables et non rentables, ceux qui sont dans un projet public subventionné, qu'est-ce que ça donne dans un APUI qui est entièrement financé et géré par le privé? Moi, j'ai le sentiment de plus en plus, si vous voulez, que un pur aménageur privé, c'est guère possible. La situation que je rencontre, c'est bien au contraire du privé qui travaille beaucoup, qui est obligé effectivement de maintenir une équipe pérenne avec un temps qui est le temps de l'aménageur et qui n'est pas celui du promoteur. Gérer une équipe de projet pendant plusieurs années, pendant 5-6 ans, c'est très compliqué pour un promoteur, là où effectivement un aménageur est payé pour ça. De sorte que, imaginez, si vous voulez, que, comme on peut le faire en Angleterre, l'ensemble des espaces publics puissent être réalisés par cet aménageur privé, voire gérés par cet aménageur privé. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que dans la Constitution, et notamment la Constitution contractuelle de ce qu'est aujourd'hui le droit français et la gestion générale des villes, il y a au contraire besoin toujours d'un aménageur privé qui fait le truchement entre la collectivité finale qui va être gestionnaire de l'ensemble de ces espaces et l'aménageur privé qui, lui, va réaliser des équipements qui peuvent être effectivement plus ou moins rentables. Alors là, ça dépend des échelles, pardon, parce que dans les appels à projets urbains innovants, il y a des projets dans la métropole du Grand Paris notamment qui sont de ce type-là, c'est-à-dire privés de bout en bout et qui le resteront, qui sont censés le rester. Bon, moi je suis personnellement, au regard de l'expérience qui est la mienne depuis 2 ans, assez circonspect, si vous voulez, sur la capacité effectivement à se retrouver avec cette situation-là. Je voulais répondre aussi sur la question des groupes qui peuvent répondre à ce type de démarche. C'est vrai que c'est principalement des grands groupes, pour la raison que j'ai indiquée, c'est-à-dire qu'il faut ensuite se retrouver, nous aménageurs, en face d'une équipe pérenne, et ça suppose effectivement d'avoir suffisamment
des pôles financières pour pouvoir le gérer pendant de nombreuses années. Donc ce que tu dis sur le fait que ça exclut un certain nombre d'opérateurs, je pense que c'est une réalité. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant les AMI qui portent sur des grandes surfaces sont des outils et on ne peut pas en faire un outil d'aménagement global. Il doit y avoir dans la boîte à outils d'un aménageur classique ce type de démarche comme d'autres types de démarches. Quant à savoir si ça uniformise la ville, il y a des tas de villes uniformes qui ont été réalisées avec des petits lots. Hein. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, tiens, ça doit être des années 80, par exemple, le centre Baudis. Donc, reconnaître et dater une architecture, etc., c'est pas forcément l'apanage des grandes opérations. Oui, je réagis juste à ce que tu dis, parce que là, tu reviens sur la question de la forme urbaine. Mais je voulais qu'on continue sur la péréquation espace privé, public et la rentabilité. Je crois que Yann Joubert pourrait répondre là-dessus. J'espère. Je voulais surtout rebondir sur la péréquation sur les espaces publics. Si on est en charge de réaliser l'aménagement... Pas que les espaces publics, les espaces non rentables. Par exemple, un local associatif, tous les espaces de solidarité, etc., qui sont parfois en rède-chaussée dans les je crois que c'est une pratique quotidienne des maîtres d'ouvrage, y compris les plus petits, puisqu'on fabrique du logement social qui est non rentable et qu'on péréquise dans nos opérations. Enfin, je ne sais pas, c'est absolument pas comme ça qu'il faut le dire, mais enfin, peu importe. Donc, on le fait tout le temps. Donc, le faire pour un espace... public me paraît pas être plus compliqué que de le faire pour du logement social. La péréquation, tout le monde le fait. Parce qu'à la fin... C'est pas du tout la même question, mais bon... Alors, j'ai pas compris votre question dans ce cas, je m'en excuse. Ça veut dire que vous, promoteur privé, vous n'allez pas vendre à un bailleur social, vous allez porter pendant un certain nombre d'années des espaces qui ne sont pas rentables. Donc, vous êtes obligé de subventionner. Comment vous faites un parc? Comment vous faites pour le faire fonctionner s'il est privé et en étant ouvert au public? Ok, d'accord. C'est ma réponse qui n'est pas adaptée, mais c'est la même logique. C'est une logique économique de portage. Il faut qu'avec ce qu'on gagne, on finance ce qui gagne rien, c'est tout. Dans l'appel d'offres qu'on a gagné hier, quand même, on est sur la fabrication d'un stade qu'on va porter. Le stade, sincèrement, il ne va pas rapporter beaucoup d'argent, particulièrement avec le Red Star qui est descendu en national. Alors même si l'actionnaire du club a des ambitions pour son club, et c'est tout à fait normal, actuellement il est en national. Donc c'est nous qui allons porter le financement, et ça va nous obliger à nous rapprocher de l'usage. C'est à ça que je voulais répondre. C'est qu'en fait la vision de réalité, c'est l'intelligence des territoires, un diagnostic territorial spécifique au territoire, une solution en termes d'usage et une conséquence en termes d'ouvrage. En fait, nous, les maîtres d'ouvrage, on doit comprendre qu'on n'arrive qu'à la fin de quelque chose et qu'un ouvrage en tant que tel a une valeur ajoutée qui est complètement limitée, en fait. Donc, la vision qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos projets, c'est justement cette vision de péréquation, et c'est aussi un changement de modèle économique, en acceptant qu'une large part du profit qu'on peut tirer des actifs les plus économiques des opérations servent à nous financer les moins rentables. Et là, dans cette opération Bauer, on a présenté toute l'ingénierie financière, puisque un des éléments clés pour le maire, ça restait quand même bien la capacité à réaliser l'opération. Donc il y a eu un travail d'ingénierie financière très fort pour montrer pourquoi et comment on allait réussir ce projet. Enfin, Inch'Allah, si les mois qui viennent nous donnent la grâce de pouvoir le réaliser. En attendant, notre projet a été primé. Enfin, ceci dit, voilà, le plus dur commence. Merci. Alain Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous ai coupé, pardon. On en revient par la question que vous avez posée à la question de l'échelle, parce qu'effectivement, sur ce sujet, l'intérêt de la relation publique-privée, c'est à un moment la tentation d'exporter la péréquation sur le privé. Et donc ça, deux remarques. La première, c'est que du coup, le privé va dire donnez-moi un gros morceau pour que j'étende la surface me permettant d'assurer. Donc on retombe sur la question de l'échelle. Et puis une chose qu'on n'a pas abordée, mais je l'aborde juste là, c'est aussi dans le rapport public-privé, c'est qu'il y a quand même une règle qui est constante c'est les cycles économiques. C'est-à-dire que tous ces AMI qui sont très en vogue en ce moment se font dans un cycle économique qui est très favorable. Et on a connu par le passé
des situations comme ça. Et c'est vrai que malgré tout, quand arrive une crise, le dernier recours, c'est la collectivité. C'est-à-dire que quand le privé, et on ne peut pas lui en vouloir puisqu'il y a une crise économique, ne peut plus parce qu'il ne sait plus gérer la situation, bah, le dernier recours, ça reste la collectivité. Donc c'est vrai qu'il faut aussi le voir à cette aune-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Si je puis me permettre de prolonger un peu cette question, c'est le fait qu'il y a la question du financement immédiat de tel ou tel aspect serviciel, etc. Et puis la question de sa gestion sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui est au cœur de ce dispositif, parce que dire qu'on va créer, par exemple, un centre de la mobilité, dire qu'on va offrir de l'Internet à 5 € par mois, illimité à 5 € par mois, dire qu'on a une connectivité globale du secteur, etc., on peut le faire et le donner à un moment, à un instant T. Mais quand on sait que ces choses-là doivent être gérées dans le temps, il faut trouver effectivement des relais, et qui sont, eux, des relais pérennes, parce qu'à un moment donné, la société de projet disparaîtra, à un moment donné, le promoteur va partir, et là, il faut trouver un système de gestion qui soit un système de gestion qui ne fasse pas peser sur les habitants des charges trop importantes. Et ce sont des choses qu'on est, par exemple, nous, en train de mettre au point. On était parti sur des ASL de quartier, etc. Bon, manifestement, ça ne fonctionne pas, parce que, d'abord, il y a une trop longue mise en œuvre, si vous voulez, de l'ensemble du projet, et puis, tout le monde n'est pas intéressé par tout. Et donc, en l'occurrence, on étudie au cas par cas chaque service et la manière dont elle peut être gérée derrière. Je profite juste d'une minute pour vous dire que la visite d'Airbus doit partir à 12 h, je crois. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller à la visite d'Airbus, ils doivent y aller maintenant. Petit mot qu'on m'a fait passer. Pardon pour cette interruption. Johan Schubert voulait ajouter quelque chose, je crois, sur l'exploitation. Oui, l'usage, on y revient. Je crois que les maîtres d'ouvrage vont devoir investir dans des solutions d'exploitation de long terme. Voilà, point. Et quand vous dites maître d'ouvrage, c'est vous? Oui, nous, c'est-à-dire qu'on conçoit le métier de réalité comme étant celui d'un développeur territorial et pas seulement d'un maître d'ouvrage. Voilà. Parce qu'on sent bien qu'il y a des difficultés, c'est aussi pour continuer de travailler. Hein. Je veux dire, c'est pas la contrainte aussi qui nous emmène vers ça. L'intérêt, c'est que c'est plus intéressant, parce que ça nous oblige à avoir une vision plus globale. Je pense qu'en ce sens-là, on peut être de meilleurs partenaires aussi des territoires, parce qu'on a une vision plus globale. On a un rapport au temps qui est beaucoup plus long, hein, quand même, puisque voilà, on traite des dossiers de 2010 et on parle de dossiers en livraison en 2030, quand même, sur des dernières tranches. Et on va être dans l'exploitation, donc on est là pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. La contrainte pour le maître d'ouvrage, c'est qu'en plus d'être investisseur dans un projet immobilier, il doit devenir investisseur dans un projet d'entreprise. Et ça c'est une nouvelle corde à notre arc que notre industrie doit mettre en œuvre. Voilà. Et alors, compte tenu du manque de deniers publics qui ne promet pas de s'arranger et de la complexité croissante des projets qui sont des projets de reconstruction de la ville sur la ville et plus dans les champs de betteraves, est-ce que cette collaboration publique-privée, elle va devenir la norme? Est-ce que vous savez si aujourd'hui, finalement, dans les projets d'aménagement, elle est majoritaire ou pas? Et est-ce que c'est une tendance lourde? Parce que depuis 40 ans, on peut dire que c'est une tendance lourde quand même. Enfin, moi, vu de ma petite lorgnette, j'ai le sentiment que oui, ça devient assez majoritaire. C'est quelque chose qui se met en place parce que c'est plus ou moins une obligation financière. Maintenant, il faut que chacun soit bien à sa place. Je pense que si je devais regarder du côté des aménageurs, il y a peut-être une tendance très 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 forte aujourd'hui à l'hypermodernité. On veut de tout, beaucoup, etc., etc. Et peut-être que ça génère effectivement une forme de souffrance, même si je me suis personnellement pas trop penché sur la psyché des candidats non retenus. Mais bon, et inversement. Inversement, je pense que l'idée qu'on doit absolument rentrer dans un projet de long terme, que construire un grand bout de ville, c'est effectivement faire venir des gens et les faire venir pendant longtemps, et arriver en affichant telle ou telle innovation pour ne pas la gérer derrière et pour que finalement elle s'éteigne, ça, c'est pas une bonne chose. Et dernier point, il faut effectivement qu'on reste, me semble-t-il, hein, en tout cas, dans les équations économiques qui sont les équations économiques supportables
par ceux qui sont concernés à un endroit donné. Par exemple, à Marseille, au-delà de 3 000 € du mètre carré pour un immeuble neuf, point de salut. En tout cas, dans ce secteur-là, point de salut. Donc ça veut dire que se faire plaisir à monter une grande opération, etc., c'est forcément très bien, mais il ne faut pas oublier que derrière, tout ce qu'on doit sortir, ça doit être vertueux pour l'usager. Ça doit lui permettre de contenir, effectivement, d'avoir le meilleur produit au meilleur prix. Et en gestion aussi. Ce qui veut dire qu'il faut un contrôle de la collectivité, un certain contrôle sur ce qui est fait, sur ce qui est produit, voire sur les prix de sortie, hein, ça existe. Mais ça veut dire aussi que la collectivité, au début, elle ne doit pas mettre ses terrains aux enchères, ce qui est quand même le cas dans beaucoup d'endroits. C'est pas ce que nous avons fait, par exemple. Non, pas vous. C'est pas ce que nous avons fait. Effectivement, il me semble que c'est une des obligations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander d'être dans l'hypermodernité et de tout contrôler, et effectivement d'arriver ensuite à sortir de l'équation des objectifs que l'on se fixe en matière de clientèle. Le but d'Euroméditerranée, c'est de loger les jeunes actifs. Et donc, vous êtes dans un secteur qui est un secteur en QPV, vous êtes en TVA 5,5, sauf que mécaniquement, quand vous dépassez 3 000 € du mètre carré, ceux qui sont éligibles à la TVA 5,5 ne peuvent plus rembourser. Donc à un moment donné, voilà, l'équation se fait vite. Pour aussi, on a été au début dans les facteurs de risque qu'on a soulignés, mais il faut aussi souligner les facteurs complètement positifs de ces évolutions. Ce qui est évident, c'est que depuis grosso modo 2014, la multiplication de ces AMI, etc., a complètement changé le métier, c'est-à-dire le métier de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans nos métiers d'aménageurs ont complètement évolué. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des espaces publics qu'on remettait à une collectivité, et puis aujourd'hui, la question de la mise en usage de la ville, elle fait partie des missions que nous confient les politiques, qui nous disent, voilà, c'est pas seulement juste livrer, mais assurer la mise en usage. C'est formidable parce qu'avant, finalement, personne ne s'occupait de ça. Parce que les promoteurs ne s'en occupaient pas, les aménageurs ne s'en occupaient pas, ni les investisseurs, ni les collectivités. Mais Johan l'a dit, c'est-à-dire que par exemple, on ne l'a pas abordé, mais la question des commerces en rez-de-chaussée, etc. On voit bien qu'il y a une évolution, que ceux qui n'étaient que promoteurs deviennent foncières, mettent en place des outils pour faire du portage, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc la question et je passe sur toute l'ingénierie qui s'est développée chez les promoteurs sur les usages. On pourra en reparler, on en parlera dans d'autres sur jusqu'où ça va trop loin aussi, hein, c'est ce que tu as un petit peu évoqué. Mais on ne peut pas non plus, je dirais, cracher dans la soupe quelque part et de se dire que c'est vraiment des évolutions. Et là, tout ce qu'on a dit sur les questions d'échelle par rapport à ce rapport public-privé, c'est ce que tu as dit aussi, chacun à sa place, c'est-à-dire où est-ce qu'on place le curseur de ces différents éléments. Et c'est vrai que sur la question de la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure, quand dans notre groupe de travail, on a été interrogé un certain nombre d'opérateurs privés, ils nous ont dit ça aussi. Ils nous ont dit on n'est jamais plus à l'aise que quand on a une commande claire. Et on n'est jamais moins à l'aise que quand on nous demande de penser à la place des élus. Ce qui est un peu contradictoire avec ces appels à projets urbains innovants où on a laissé une pseudo-carte blanche qui n'était pas si blanche. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe. Voilà. Et Madame Léniaud, peut-être pour finir, finalement, quelle est la capacité de la collectivité à encadrer ces projets une fois qu'ils ont été gagnés et à s'efforcer de faire que ce qui a été promis sera vraiment réalisé dans les conditions où ça aura été réalisé? Parce que c'est quand même ça l'idée. Alors, c'est un peu tôt pour dire si on y sera parvenu ou pas, puisque l'appel à projet est récent. On est en train de travailler avec l'ensemble des partenaires, mais on sent bien que sur certains projets où il y avait une innovation importante, notamment en matière de construction, hein, puisque l'innovation allait jusqu'à certains types de construction évolutive. On se rend compte que les promoteurs, ils seraient prêts à un petit peu faire machine arrière sur certains sujets. Donc non, on va discuter dans la négociation. On va aller jusqu'au bout. Puis les projets qui pourront pas sortir parce que ils ne sortiront pas tels qu'ils avaient été présentés,
présentés, eh ben, ils ne se feront pas. On est sur des terrains... Oui, non, ben, bien sûr, c'est dommage, mais on n'a pas lancé cette opération pour, in fine, avoir une opération d'un promoteur traditionnel avec une opération traditionnelle. C'était pas ça l'objectif. Donc, et puis, la négociation et le partenariat et l'innovation est allée assez loin, puisque elle a été partagée avec des habitants, elle a été partagée avec des futurs utilisateurs. Je crois qu'ils ne vont pas lâcher le morceau, eux non plus, parce que ils ont physiquement participé, ils ont été acteurs du projet. Certains sont intégrés dans le projet. Donc, enfin, j'en ai un à l'esprit, mais il y en a d'autres, il y en a certainement d'autres aussi. Donc, non, nous souhaitons aller jusqu'au bout, mais je crois qu'il n'y a pas de projet, dont les engagements pris ou les promesses des opérateurs est telle qui ne se réaliseront pas, je ne pense pas. Mais nous sommes vigilants, oui, pour aller jusqu'au bout de leur démarche. C'était ça l'objectif. C'était surtout, mais l'innovation, me semble-t-il, à Toulouse par rapport à Paris, c'est que nous avons demandé aux opérateurs d'innover en matière de relations avec le contexte local, si bien qu'il y a des habitants qui font partie des projets, il y a des associations qui sont intégrées dans les projets. Donc, ils ont été très, très, très impliqués. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait continuer parce que la question du contrôle de la collectivité, vous avez parlé tout à l'heure de laisser les clés du camion sur un mode humoristique, mais enfin, c'est quand même un peu ça la question. Et selon la taille de la collectivité, selon son ingénierie, selon ses moyens, c'est-à-dire finalement à peu près le même schéma que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le privé était entré en force justement parce qu'il y avait moins de moyens, moins d'ingénierie, etc. Mais pourtant, tous ces moyens sont absolument nécessaires pour cadrer cette intervention du privé. Je ne sais pas, quelqu'un veut dire un mot pour finir là-dessus ou Simplement pour dire qu'avec l'expérience qu'on a, effectivement, le métier d'aménageur, me semble-t-il, n'est pas en danger. Et encore une fois, le privé qui se positionne en face de nous et qui peut s'appeler lui-même éventuellement aménageur, mais en réalité, c'est plutôt des sociétés de projets qu'on a en face, hein, des équipes dédiées à ce projet-là spécifique, a besoin d'un interlocuteur qui fait l'interface avec le grand territoire. Et à mon sens, effectivement, ils sont d'autant plus rassurés que le cadrage est précis. Merci. Johan Joubert, vous voulez dire un mot sur ce cadrage ? Non, je vais répéter ce que je vais dire. On obtient des permis, on applique un PLU, on a une conformité à la fin de l'opération, on est tenu par tous les bouts, par le DTU, par la banque. Donc la régulation, on en a à foison, à souper, j'allais dire, il y en a presque trop. Donc moi, je suis pas du tout inquiet sur le lâcher prise. Je crois que les collectivités, elles ont, avec des élus courageux, il n'y a pas de souci, quoi. C'est tout. Il faut se parler clair, se fixer des règles claires. Et dans ce cas-là, ça marche. Moi, je suis pas du tout inquiet de cette question de donner les clés. Je crois qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et par contre, je partage complètement votre avis. Il y aura des aménageurs privés, ça j'en suis certain. Et ils seront aménageurs et ils pourront faire des opérations sur 30 ans, heureusement. Ça, j'en suis certain que certains vont aller vers ça. Mais il y a évidemment trop de choses à faire et trop de modèles à mettre en œuvre pour que qui que ce soit dans notre industrie soit réellement en difficulté. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions de la salle, si on a encore quelques minutes. Oui, une question là. Si vous voulez prendre un micro. Oui, Éric Bérard, ex-directeur général de la SERM à Montpellier. Alors c'est vrai qu'à Montpellier, on a toujours pratiqué l'urbanisme partenarial entre l'aménageur et l'ensemble des métiers de la promotion, qu'elles soient de logement ou d'immobilier d'entreprise. Moi, ma question, c'est par rapport aux aménageurs. Parce qu'on parle de macro-lots et on parle de montage. Et quand on réfléchit sur la ville, il n'y a pas que les opérations de promotion neuve, il y a aussi les opérations de réhabilitation. Et vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait penser la gestion et le long terme. Et ma question est de dire, aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème de financement public-privé, mais est-ce que par rapport à ces études préalables et à ces engagements de risque,
il ne faudrait pas mieux capitaliser les aménageurs pour qu'ils puissent prendre des risques pour accompagner l'ensemble de la profession, dans la mesure où on connaît bien le rôle des acteurs et qu'on connaît l'économie de tous nos partenaires. Parce que quand même, les aménageurs aux côtés des collectivités, c'est eux qui sont le relais des collectivités pour prendre un certain nombre de risques. Et justement, vous parliez des équipements qui sont déficitaires, qui sont remis à la collectivité. Mais je dis ça parce qu'en réalité, si on regarde aussi le problème de l'aménagement, il faut le regarder dans le problème du renouvellement urbain. Et qui dit problème de renouvellement urbain, dit il faut se préoccuper de la transition énergétique et de tout ce qui est isolation des logements, où là les promoteurs sont impliqués, mais en réalité ce n'est pas les promoteurs, c'est les gestionnaires qui sont souvent impliqués. Mais est-ce que les aménageurs, dans ce cas-là, ne pourraient pas, s'ils avaient des moyens, se trouver tiers investisseurs, puisqu'à long terme, il y a de la rentabilité sur la transition énergétique. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver le moyen, et je sais que c'est possible dans les sociétés, notamment des grandes agglomérations, de mieux capitaliser les aménageurs pour qu'ils jouent ce rôle de relais financier et voire d'accompagnement à l'amorçage de certains projets. Et ça ne dégage pas du tout du partenariat, ce serait en partenariat avec l'ensemble des opérateurs. Merci. Qui veut répondre? Il nous reste 5 minutes pour éventuellement une ou deux autres questions, mais courtes. Non, une remarque par rapport à cette question-là, c'est que c'est vrai que dans la réalité de la pratique de l'aménagement, de ce que tu évoques en termes de rénovation et de construction, on a du mal encore à créer des véhicules qui permettent d'aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire de capitaliser. Ben ça, c'est la question des finances locales, parce que la capitalisation, c'est le montant de la participation dans un bilan d'aménagement. Hein. Après, la question qu'on s'est posée nous, mais on n'a pas trouvé de réponse, notamment sur la question de la rénovation énergétique, qui est quand même un sujet majeur dans la rénovation tout court, c'est justement est-ce qu'on peut imaginer des systèmes qui permettent justement de capter la création de valeur qu'on peut faire dans le neuf pour le transporter en quelque sorte vers la rénovation. Et ça, c'est quelque chose qui est... nous, on a essayé de le faire, on n'y est pas arrivé. Et je pense que malgré tout, ça fait partie surtout sur la rénovation thermique, où effectivement, on est très, très, très fort sur une part très très faible de la construction neuve par rapport au parc existant, et que si on arrivait à créer ces véhicules, on pourrait aller plus vite dans le financement de ces rénovations. Alors je sais pas si... Je ne sais pas si je peux répondre également à la question précise du financement, parce qu'effectivement, une opération, elle peut être en concession, avec ou sans risque, etc. etc. Il y a des opérations propres qui sont menées par certains aménageurs. Ce qui est certain, c'est que la question que vous posez est une question sur laquelle Marseille, effectivement, se penche de manière très aiguë aujourd'hui, hein, parce que on a parlé d'Euroméditerranée, mais la question du centre-ville à Marseille est une question particulièrement importante. Et je crois que ce qui est en train de se produire, c'est que culturellement, là où on abordait les choses tournées sur la question patrimoniale et la question bâtimentaire, aujourd'hui on comprend que s'occuper d'un centre-ville qui s'est dégradé, c'est en réalité une opération d'aménagement, c'est une opération globale. Ça parle de la mobilité, certains quartiers se paupérisent parce qu'effectivement ils sont fracturés par des axes qui sont des axes trop passants, etc. C'est question de l'espace public, des VRD qui sont en dessous. Hein. Je rappelle que si certains immeubles se sont effondrés, c'est aussi parce que, par exemple, les réseaux n'étaient pas en bon état et que des affouillements pouvaient apparaître sous certains immeubles. C'est la question du commerce, c'est la question... voilà, c'est l'ensemble des aménités qui fait un centre-ville. Et de ce point de vue-là, en tout cas, un aménageur qui s'occupe aujourd'hui d'un centre-ville doit avoir, me semble-t-il, forcément en tête que ce sont des raisons systémiques qui ont mené un centre-ville à être dans la situation où il est. Et si on n'intervient pas sur chacun de ces systèmes et qu'on se concentre sur l'aspect bâtimentaire, on n'y arrive pas. Merci. Jacques Touchefeu, je voulais ajouter juste un dernier mot, parce qu'après, il faut clore la table ronde. Il y a des visites qui démarrent. Juste sur cette question de la réfaction des moyens publics. Bon, certes, en même temps, c'est toujours aussi une question de choix.
savoir où on met l'argent. Et finalement, je pense que fondamentalement, la ville, et une ville à bien vivre, c'est aussi un bien commun. Et si quelque part il lui manque des éléments, si elle vit pas bien, elle a aussi des externalités négatives et qui se retrouvent de toute façon dans l'escarcelle de ce que la collectivité publique doit prendre en charge. Donc je pense qu'il y a quand même aussi à progresser dans l'idée collective qu'il y a des communs dans la ville et que ces communs, ils s'imputent aussi sur le commun du financement public. Hein, et voilà. Merci. Je pense qu'on a un peu redessiné, peut-être pas le métier d'aménageur, mais les frontières de là où il peut l'exercer et avec quel partenaire. Donc merci beaucoup de votre attention et bonne visite et merci de votre participation.